Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On va prendre un tout petit peu de recul aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette nuit, réintégration du range, est-ce que c'est bullish ou pas? On va en discuter aujourd'hui, Bitcoin, on va parler un tout petit peu d'Ethereum du marché, et également quelques annonces au niveau des résultats vis-à-vis de Google, vis-à-vis de Microsoft et demain vis-à-vis de Amazon, et une news qui vient de passer sur Amazon, j'aimerais qu'on en parle ensemble, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois et bien d'autres documentations que vous pouvez utiliser pour parfaire votre stratégie d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est une quinzaine de pages, 18 pages. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. On réintègre ce magnifique range. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'on voulait voir. On a un range ici, borne haute, borne basse. On l'a complètement transpercé. On avait ce falling wedge, peut-être un fake out. Pourquoi pas une relance de force pour pouvoir s'extraire vers le haut. Jusqu'à preuve du contraire, on re-rentre dans une toute petite zone de rechargement d'achat court terme, juste ici, entre les 618 et les 1686. Il nous faut de la force. Bitcoin fait cavalier seul, cette fois-ci à la baisse, et se décorrèle d'Ethereum, du crypto-actif total et notamment du S&P 500. On peut le regarder ici, malgré qu'il y ait une petite baisse sur Ethereum, donc une respiration de marché pour le coup, mais plutôt à la baisse. C'est normal que des gens prennent des profits ici dans une zone de rechargement de vente logique court terme. On prenait par rapport au précédent top de marché provisoire par précédent mouvement, vous allez chercher les bottoms de marché, zone de rechargement de vente logique, il est normal qu'ici on consolide et qu'on vende un petit peu d'Ethereum, évidemment. Mais on est toujours bien au-dessus de notre zone de range, ici, borne haute, borne basse, et nous avons commencé un trend tendanciel. Côté S&P 500, on voit exactement la même chose, on est en train de cristalliser, de latéraliser, toujours au-dessus de ce range précédent. Vous avez ici borne basse, borne haute, et derrière, on essaye de créer une tendance en s'extrayant du range par le nord, donc c'est plutôt positif. On aura le FOMC donc demain, je crois que c'est à 14h ou 14h30 me semble-t-il, par rapport à l'augmentation des taux. Jusqu'à preuve du contraire, le consensus reste sur une augmentation de taux de 0,75 points de base. 75% du consensus se l'accorde. Donc jusqu'à preuve du contraire, parfaitement anticipé et pricé par le marché. Est-ce qu'il y aura des mouvements ou pas de volatilité? C'est fort probable, mais jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin fait un petit peu cavalier seul, cette fois-ci à la baisse. On peut penser que c'est pour attraper des acheteurs agressifs, etc. Donc il faut regarder, est-ce qu'il y a eu ou pas cette nuit des acheteurs très agressifs sur notre ami Bitcoin, notamment sur les contrats futurs? Eh bien oui. Eh bien oui, on va le regarder ensemble. Donc ici, on est en train de travailler ce premier arrêt. C'est normal que ça avait un petit peu cristallisé. Malheureusement, on le break vers le sud. Pourquoi? Eh bien, on peut faire un tout petit tour côté Deribit. Je vais passer en 15 minutes. Vous voyez ici, vous avez une toute petite augmentation. Donc on le voit très très peu, une augmentation au niveau des open interest. Juste là, c'est une bougie rouge. Donc on va passer en 15 minutes et on va le regarder ensemble. Voilà, vous l'avez ici. On est sur des contrats futurs. Vous passez de 409 millions de dollars à 427 millions de dollars. Une jolie bougie verte. Je vais juste enlever ça, vous allez beaucoup mieux le voir. Voilà, au niveau du map, vous avez une magnifique poussée haussière. Qu'est-ce que c'est ici? C'est très simple. C'est des warriors, des big boys qui ont long ce marché avec force, qui ont pris de la chasse à la liquidité juste ici, parfaitement réalisé. Derrière, on repousse le marché, on sort des vendeurs agressifs, on utilise cette liquidité. Pourquoi? Pour créer du long. Et derrière, on latéralise et le cours se déprécie. Ces gens-là sont sous l'eau. Voilà. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller les faire souffrir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore sortis. Voilà pour ça. Donc, on a une extraction haussière, forte poussée haussière au niveau des longues, notamment sur des Deribit. Derrière, on retrace et on les fait souffrir. Donc, ne pensons pas qu'on peut partir extrêmement fort dans les plus brefs délais. Il faudra vraiment avoir de la liquidation vendeuse pour potentiellement pousser ce prix. Est-ce qu'on l'observe ou pas sur Coinalyse? On a un funding toujours positif malgré qu'il y ait une forme de décroissance. On a une relation long-short qui s'est réappréciée, 65% de long, 35% de short. On a le CVD spot qui continue à se déprécier. C'est pas vraiment ce qu'on veut observer. On veut voir vraiment de l'achat au niveau du spot, et jusqu'à preuve du contraire, sur des petites time frames, c'est pas du tout ce qu'on observe. On est vraiment en train, depuis le top, ici, aux alentours des 24 000 $, on ne fait que vendre tout doucement nos petits bitcoins. Donc ça suit tout simplement la courbe, bien évidemment. L'impact qu'il y a sur le cours au niveau du BTC, c'est clairement sur le spot que c'est fait. Les contrats futurs ont bien sûr un lien indirect par rapport au prix du cours, parce qu'il y a besoin de faire des arbitrages, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est clairement l'achat spot, notamment au marché, qui fait cette rencontre entre l'offre et la demande et qui influence
la direction du prix ou le prix d'un actif visé. Donc c'est clairement ce qu'on veut observer, c'est au niveau du CVD spot des acheteurs. Donc on peut éventuellement suivre une tendance ou un trend haussier jusqu'à preuve du contraire. Donc on retrace un petit peu, on peut faire une poussée haussière, des achats spot extrêmement massifs. Est-ce qu'on va les avoir, est-ce qu'on va pas les avoir? Jusqu'à preuve du contraire, bah rien ne l'indique. La réalité, c'est que rien ne l'indique. Alors, est-ce que Bitcoin a oui ou non fini son petit retracement? Bah, jusqu'à preuve du contraire, absolument rien ne l'indique. Ok, malgré qu'on arrive dans des bonnes zones de rechargement. Vous avez aussi des énormes clusters ici au niveau des actions d'achat et de vente aux alentours des 20 500 $. Si on passe en dessous, parce du principe qu'il y a majoritairement des acheteurs sous l'eau. C'est surtout ça qu'il faut apprécier. Amazon, qui décide d'augmenter ses prix au niveau de Prime, passer de 49 à 69,90 ou de 4,99 à 5,99, ce qui fait quand même une augmentation de près de 43% par rapport à leur abonnement. Ils le justifient par mail. Si vous êtes abonné Prime, comme je le suis, bah vous avez reçu un mail dans ce sens-là. Ça concerne l'Europe, notamment la France, ça concerne beaucoup de pays dans le monde. Frais d'exploitation, frais des transports, frais des matières premières, frais de la manufacture et de la logistique. Donc grosso modo, ils justifient une augmentation de 43% par rapport à ça. Je pense qu'ils sont plutôt en train de pricer des mauvais résultats. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Donc généralement, ce type d'annonce, c'est que vous n'avez peut-être pas des très très bons résultats. Les résultats d'Amazon, ce sera donc le jeudi 28, logiquement clôture de Wall Street, comme Apple. Donc soyez extrêmement attentifs à ces résultats-là. C'est clairement ce qui pourrait donner des directions de prix, notamment aux valeurs technologiques, et indirectement peut-être, puisqu'il y a une forme de corrélation sur les marchés crypto. Peut-être aller revoir ce bas de range. Voilà pour ça. On continue avec Ethereum. Ethereum, on ne voit pas exactement les mêmes choses, malgré des petites structures qu'on est parti chercher sur des espèces de W avec une réaccumulation, et on aurait pu extraire par le haut. Malheureusement, c'est souvent du 50-50. Bien évidemment, si vous avez un doute, bah, c'est extrêmement simple. Vous regardez la tendance et la dynamique de fond, vous passez en weekly, et vous regardez la tendance et la dynamique de fond. Malgré un magnifique W weekly, on tente donc de poser des bottoms de marché. Jusqu'à preuve du contraire, on va chercher un espèce de high. Ici, on est toujours dans une dynamique tendancielle baissière à long terme. Donc si vous avez un doute par rapport à une forme de résolution, vous prenez le premier arrêt. On aurait pu aller le chercher sur les 1918 $. C'est pas complètement perdu. Jusqu'à preuve du contraire, on est juste en train de travailler un espèce de creux ici. Donc sans aucun souci, on peut revenir sur les 1300 $ sans aucun problème sur Ethereum. Donc on est en train de regarder. Mais si vous avez un doute, regardez la tendance de fond. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, c'était plutôt baissier. On est vraiment dans une dynamique tendancielle baissière de fond long terme. Dès lors, on cherchera plutôt des ventes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur beaucoup de nos cryptoactifs préférés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être contre-tendance? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument acheter, notamment à levier, ce Bitcoin? La réponse est non. Par contre, pour de l'achat en dollar cost average ou de l'achat rationnel dans une zone de rechargement d'achat très long terme, acheter du Bitcoin aux alentours des 21 000, 20 000, 23 000, 19 000, 17 000 $ n'est pas complètement délirant, voire une excellente opportunité sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et d'ailleurs, j'ai acheté personnellement du Bitcoin sur les 23 600 $ personnellement. Voilà. Pour ça, on finit juste sur les clusters de liquidation au niveau de The Kingfisher. C'est pas délirant ce qu'on est en train d'observer malgré les petites poches au niveau de Ethereum, ici sur les 1360 $. On avait posté ça, on poste ça très régulièrement sur le Discord, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On a chassé de la liquidité, on avait des derniers clusters de liquidité aux alentours des 21 450 $. Donc on est parti les prendre. C'est pas énorme en réalité ce qu'on est en train d'observer, c'est pas complètement délirant. Donc on peut très bien faire de la chasse à la liquidité pure et dure, mais ce qu'on veut pas voir, c'est qu'on réintègre en dessous des 20 000 ou des 21 000 $. Si on vient à clôturer en dessous des 21 000 $ ou 20 800 $, ce serait une réintégration de range, et probablement qu'on ira chercher beaucoup plus bas, bien évidemment. Où ça? Très simple, là, au niveau des précédentes poches de liquidité, ici sur les 18 900 $, ici 18 600 $, et plus bas des 7 600 $. Ni plus ni moins, c'est ici qu'on irait chercher potentiellement de la liquidité. Donc il faut des acheteurs qui se montrent. Est-ce que ce sera catalysé par le FOMC? On a toujours des jolies poches et des strike price aux alentours des 23 000 $ et max paying price sur nos options, donc ce sera le 29 juillet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le 29 juillet qu'il faudra aller, il faut y aller avant pour essayer de garer le prix aux alentours des 23 000, 24 000 $, et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le chemin que ça en prend. Donc il faudra rester bien évidemment vigilant par rapport à ça, mais on peut bien évidemment le jouer. En tout cas, beaucoup tentent de le jouer, et on le voit bien par rapport à ces clusters de longues qui se mettent en place, et notamment sur des rebits, et c'est pas les seuls, évidemment. Voilà pour ça. Donc est-ce qu'on connaît la direction? Ici, on peut partir du principe que c'est baissier, mais jusqu'à preuve du contraire, on fait des creux et des sommets toujours plus hauts que les précédents.
toujours plus haut que les précédents. Nous sommes bien dans une dynamique tendancielle haussière court terme. Ok? Donc trouver des achats ici pour les traders n'est pas complètement délirant. C'est un combat, mais c'est ici qu'il faut, entre guillemets, se positionner. Alors bien évidemment, on aurait bien aimé avoir une vraie accélération haussière, c'est plutôt là-dessus que je visais, je ne voulais pas avoir une réintégration. On voit des M dans des M dans des M, et cette bougie-là n'est pas bullish malheureusement, elle est même plutôt bearish, on a piégé énormément d'acheteurs, notamment en levier d'achat là-dessus. On finit juste sur quelque chose, on prend un petit peu de recul parce que je pense que c'est super important, et je me suis peut-être trompé quelque part. Alors pour le coup, c'est peut-être plutôt positif. Alors, je vais prendre complètement du recul, je vais partir tout en bas. Hop, voilà, on va dézoomer complètement. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance de marché qui se trouvait ici en réalité au niveau de Bitcoin et au niveau des cryptoactifs? On était en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril 2018-2019. Quelle était la situation de marché à ce moment-là? Est-ce que Bitcoin irait à zéro? Est-ce qu'il y avait des FUD? Est-ce qu'il y avait des gens qui achetaient? Et on fera un tout petit parallèle par rapport à une forme de capitulation. Vous savez, j'aime bien vous montrer ça depuis quelques jours par rapport à Bitcoin vis-à-vis du cycle psychologique des marchés financiers qui est assez bien retranscrit par rapport au marché des cryptoactifs. Et je vous ai dit, on est potentiellement là-dedans et on attend notre rallye d'été, on attend notre rebond haussier ou jusqu'au premier arrêt. Donc je le renote, target d'Etmès aux alentours des 33 000 $. Notre premier arrêt historique serait aux alentours des 37 447 $. Je rappelle que la target de Goldman Sachs, c'est 38 000 $. Vous en avez d'autres, 27 000 par rapport à la Deutsche Bank. Vous avez un tout petit peu plus, je crois que c'est 30 000, quelque chose comme ça par rapport à JP Morgan, etc. Mais en gros, on attend ce rallye d'été, on attend une jolie respiration de marché. Et jusqu'à preuve du contraire, on reste dans une dynamique tendancielle baissière. Et on cherche tout simplement des highs, dans une dynamique tendancielle baissière de fond. On va reprendre un petit peu sur ce qu'on avait à l'époque au niveau de novembre 2018 jusqu'à avril 2019 dans ce bear market. On commence avec les échos. C'est un petit mail c'est un article qui date de quand, pardon? Je vais le retrouver. Le 15 novembre 2018. On y revient ensemble. 15 novembre 2018, c'est exactement ici. On n'était pas encore arrivé sur les beaucoup plus bas de beaucoup plus bas. On était en train de travailler 5 550 $. Eh bien, allons-y. Les débords de Bitcoin Cash qui va scinder en deux hard forks. Donc c'était à l'époque où, en fait, si vous aviez du Bitcoin, vous ne faisiez strictement rien. Il y avait eu dans le consensus même des détenteurs de Bitcoin à l'époque, donc par rapport aux développeurs, il y avait une décision de hard fork. Et en réalité, si vous avez du Bitcoin, vous retrouvez l'équivalent en Bitcoin Cash sans strictement rien faire. C'est ce qui s'est passé avec Terra Luna, par exemple. Vous aviez du Luna 1, donc, qui est transformé en Luna classique, si vous voulez, et vous aviez eu en réalité du nouveau Terra Luna, donc Terra Luna 2.0 ou Terra Luna 2, ou juste Luna, en réalité, qui était par rapport à ce hard fork. Ils ont scindé la blockchain, ils ont reconstruit en fait une nouvelle branche, et puis derrière, on y va. C'est exactement ce qui s'était passé par rapport à Bitcoin et Bitcoin Cash. Donc généralement, on s'attend à penser que les hard forks sont plutôt valorisants et valorisés, et en réalité, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Bitcoin est resté Bitcoin. Bitcoin est beaucoup trop fort. C'était un premier impact sur le marché de façon assez sévère. Donc sur le marché, on lave son linge sale en famille, entre guillemets, et l'effondrement du public, réseaux sociaux, les forums, les grandes contaminations de etc. Donc c'était un petit peu les gros déboires au niveau de Bitcoin Cash. Donc ça a fait propulser potentiellement le Bitcoin beaucoup plus bas parce qu'en fait, c'était de l'incertitude à ce moment-là. Donc le marché sanctionne fortement l'incertitude. Et c'était à cette époque-là où il y avait eu le hard fork par rapport à Bitcoin vis-à-vis de Bitcoin Cash. Voilà pour ça. Ils doivent vendre pour 10 millions de dollars par jour, etc. Machin. Donc ils se traitaient de fous alliés, de complètement dégénérés. Enfin, si vous y étiez à l'époque, sur les réseaux sociaux, c'était quand même assez marrant à regarder. En tout cas, c'était pas du bon vivant. C'était pas sympa. En réalité, le Bitcoin à l'époque, et à ce moment-là, c'est par rapport à des retracements, évidemment, quand c'est ultra haussier, tout le monde est content, tout le monde se tape dans la main, et quand ça devient baissier, il y a des tensions, au sein même, entre guillemets, de la gouvernance à l'époque de Bitcoin, et il y avait eu ce hard fork vis-à-vis de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, c'était bien relevé pour le coup, il y avait une forte augmentation, et puis après, ça s'était complètement effondré. Vous pouvez le reprendre par rapport au graphique. On continue avec une autre news. Le 20 novembre 2002, le Bitcoin s'enfonce sous les 5 000 $, après que la SEC
a sévi sur les ICO. Rappelez-vous, on en parle souvent dans les vidéos de roi du Bitcoin. À l'époque de 2018-2019, c'était la fête des ICO. Vous faisiez x5, x7 du premier coup. En réalité, c'était presque la norme. Si vous n'aviez pas un x5, x7, x10 par rapport à un ICO et les drops, c'est que c'était nul en réalité. Donc c'était assez simple. Vous pouvez reprendre à l'époque des vidéos d'Asher, il en partait pas mal. Et il avait vite, entre guillemets, mis le là parce que ça ne marchait plus comme ça se devait à ce moment-là, donc soyez très vigilants, ça marche plus du tout de la même façon. Et la SEC en réalité avait tapé très très fort à ce moment-là pour dire que non, c'est pas considéré comme des d'Europe, ICO, etc. C'est des marchés financiers, c'est de l'émission de titres, donc ça doit être régulé par les marchés financiers. Et ça avait tapé extrêmement fort, ça avait même fait capoter des ICO, des IDO, etc. Donc c'était pas la joie à ce moment-là, et notamment par rapport à la SEC. Et c'est devenu entre guillemets dans le paysage des crypto-monnaies. Hein, le gendarme financier américain, en fait, est rentré dans le paysage de façon assez virulente à l'époque, mais en réalité, quand on a des FUD aujourd'hui de la SEC, notamment avec XRP, vis-à-vis des émissions de titres qui datent de 2018-2019, ils y sont encore embourbés dans ces trucs-là, ça fait partie du pillage des crypto-monnaies, ni plus ni moins. Mais ça continue à taper très très fort au niveau d'ICO. On continue. Au Bitcoin, 800 000 mineurs ont débranché leur machine. C'est grave, docteur. On avait eu à ce moment-là la capitulation des mineurs. Et ce qui est marrant, c'est Grégory Raymond, pour ceux qui le connaissent, qui avait déjà partagé sur Capital. On l'a déjà vécu, en fait, cette capitulation des mineurs. Alliés, on l'a eu. On a vu qu'il y avait eu plus de 15 ou 20 000 bitcoins qui avaient été vendus à la hâte la semaine dernière ou il y a 15 jours, me semble-t-il, on le voit très bien sur le Glassnode. Donc on vient d'avoir cette capitulation des mineurs, on le voit aussi sur le hash ribbon. Et là c'était le 26 novembre 2018, on revient le 26 novembre 2018, grosso modo c'était ici, hein. Hop, voilà, juste là, on était clairement sur quasiment un point bas de marché, aux alentours des 4 000, 4 500 $, 3 800 $. On revient. Juste ici, de nombreux mineurs ont éteint leur machine, raison de la chute de cours, un comportement qui contribue à la sécurité du réseau. On fait le point, évidemment. Je rappelle qu'à ce moment-là, le hash rate et le niveau de sécurité du Bitcoin était grosso modo 20 fois inférieur à aujourd'hui. 20 ou 30 fois inférieur à aujourd'hui. On parlait d'un marché avec une liquidité de près de 67 milliards de $. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus en termes de capitalisation. Ok, donc c'était BitMET, je sais plus comment ça s'appelle déjà, le très grand. À l'époque, ils avaient toutes les machines. D'ailleurs, on parlait beaucoup d'Attaque 51 à ce moment-là parce qu'ils étaient beaucoup trop gros. Je sais plus trop, il faudrait retrouver les articles. En revanche, ils continuent à faire tourner celle installée au Kazakhstan, en Sibérie. Sibérie, marrant, on peut parler de la Russie, ils étaient déjà bien en place à ce moment-là. Kazakhstan également, avec des coûts extrêmement bas, notamment hydrauliques, par rapport à leur centrale hydraulique, grâce à des accords plus favorables, etc. Et puis on le voit actuellement encore aujourd'hui, où c'est clairement le fer de lance. Big Block déjà également, machin, etc. Donc ils avaient débranché de façon assez massive. Le taux de hash rate avait fortement diminué, mais on était encore sur des niveaux de sécurité. Et à l'époque, on disait déjà qu'on pouvait encore diviser par 10 et ce serait extrêmement sécurisé. Donc quand on parle de 800 000 personnes qui ont débranché, c'est aussi beaucoup de particuliers qui avaient débranché à ce moment-là. Donc on avait la capitulation des mineurs. On avait aussi le pire correction observée, ou la mère de toutes les corrections, pour reprendre l'expression machin. Ce que je voulais juste vous montrer par rapport à un article paru un tout petit peu plus tard, donc je l'ai fait par ordre chronologique, là on était plutôt vraiment fin novembre, début décembre, et ça rappelle en réalité la bulle, la faillite de MTGOX. C'était exactement ici, en réalité, où il y avait eu, ça rappelait la faillite de MTGOX par rapport à fin 2014. On va revenir juste après par rapport à fin 2014, vis-à-vis de la faillite qu'il y avait eu. Je trouvais ça extrêmement intéressant, et il revenait par rapport à la bulle d'Internet. À ce moment-là, on parlait déjà de la bulle d'Internet, on parlait déjà du crash du Nasdaq et des valeurs technologiques. Mais on revient par rapport à fin février. Vous vous rappelez, MTGOX fin février? On va y revenir en fait sur notre ami Bitcoin. Parce qu'il ne s'est pas passé des choses... Alors, MTGOX, c'est un échangeur, d'un patron français, échangeur japonais, qui avait en réalité, qui s'était fait hacker 750 000 bitcoins à l'époque, donc c'était quand même pas rien, et c'était fin février. On l'avait vu ici. C'était clairement sur la bougie ici de capitulation. C'est incroyable. Et en réalité, derrière, on l'avait vraiment eu, le hack de 800 000 bitcoins, et le marché, en fait, a rebondi très très fort par rapport au premier arrêt. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer parce que ces hacks-là, c'est pas des petits hacks, pour le coup. Et ça n'a pas empêché le marché de rebondir extrêmement fort. Ceci étant dit, l'euphorie était telle encore à ce moment-là
qu'il pouvait se passer ce que vous voulez sur le Bitcoin, c'est que ça part to the moon. Un Bitcoin à $1 million, encore à ce moment-là. Mais il y avait eu des hacks de façon extrêmement forte. C'était en février 2014. Juste par rapport à ça. On compare le cours de bulle en 2013-2017, dégonflement de la bulle les dernières années. Donc ça, c'était quand? Je vais reprendre. C'était le 3 janvier, on était vraiment dans le creux de la vague. Juste ici, de quoi porter le relatif optimisme mettant en perspective des explosions de la bulle Internet du Nasdaq. Voilà, c'était exactement ça. Les crypto-monnaies pourraient rester à bas niveau pendant très longtemps ou tomber à zéro, ils restent pour toujours, mais les rebonds après le cash sont courants. Donc on avait prédit entre guillemets un rebond technique, comme actuellement on peut prédire un rebond technique. L'arrivée des institutionnels, ils commençaient à se mettre en place et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir qu'il y avait quand même des bonnes nouvelles, notamment à des fonds d'investissement qui commençaient à s'intéresser, notamment au Bitcoin, comme JP Morgan, comme Kansas, qui était déjà rentré précédemment, et ils voulaient mettre en place des formes pas des options, mais des outils financiers pour pouvoir permettre aux institutionnels, et pas aux particuliers, aux institutionnels de pouvoir spéculer sur le Bitcoin. Donc c'était, alors Grayscale était là depuis longtemps, etc., mais il y avait vraiment un intérêt extrêmement fort par rapport aux institutions. À ce moment-là, on commençait vraiment à en parler. Bizarrement, le public était complètement parti, on était vraiment là-dedans. Et c'est à ce moment-là que, ça m'intéresse au niveau du Bitcoin. On continue. J'aurais pu le couper. Coinbase introduit la conversion crypto. C'est marrant ça aussi, 18 décembre. C'était juste pour vous faire rigoler. À l'époque, on ne pouvait pas en fait faire du Ethereum Bitcoin. On ne pouvait pas faire du Bitcoin Cash au niveau des paires en crypto et les arbitrages qu'on peut avoir et qu'on retrouve aujourd'hui de façon très naturelle au niveau de TradingView par exemple. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Donc c'était une bonne nouvelle pour le coup par rapport à Coinbase. C'était vraiment un pionnier dans les nouvelles technologies d'arbitrage qui permettaient, avec beaucoup de liquidité, de faire des transactions. Et c'est là où Coinbase a beaucoup poussé après MTGOS parce qu'il y avait eu quand même pas mal d'attaques qui avaient été potentiellement déjouées à ce moment-là et il y avait beaucoup d'échangeurs qui commençaient à arriver. Je trouvais ça intéressant d'en reparler. MTGOS, bourse d'échange, etc. Oui, ça on s'en fiche. Et on continue en fait juste par rapport à ce qui est... Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. C'était le 22. On était vraiment sur la fin, entre guillemets, de cette... On était sur des bottoms de marché sur le plus bas et on avait des FUD dans ce sens-là. Un petit malin a profité d'un bug pour acheter 20 000 milliards de dollars de BTC à 0 $. Bon, c'était incroyable. Donc il y avait eu une bug sur une plateforme asiatique, à ce moment-là, ou japonaise, et il avait réussi à choper 20 000 milliards de BTC. Donc ça fait rire aujourd'hui, mais croyez-nous qu'à l'époque, ça faisait pas rire. Donc ceux qui étaient bien renseignés savaient que c'était juste pas possible, mais techniquement ça n'a pas été abondé sur son wallet, etc. Mais il y avait des vrais bugs dans ce sens-là. Et aujourd'hui on ne les a plus ces bugs-là. Donc la résilience, on avait fait un truc sur le Discord hier, par rapport à la résilience, l'efficience au niveau du Bitcoin, au niveau des échangeurs, au niveau de tout l'écosystème, qui est de plus en plus résilient et apporte de plus en plus de sécurité et de confiance à ses adopteurs. En réalité, à l'époque, c'était pas ça. Et on était sur des bottoms de marché. Finalement, le rappeur Ficinen n'a pas un copec en Bitcoin. Donc vous aviez des FUD aussi qui passaient dans ce sens-là. Parce que on avait soi-disant appris que c'était toujours intéressant, notamment aux États-Unis, quand vous avez des personnes qui s'y intéressent, notamment des personnes publiques, s'est fait payer en Bitcoin une partie de son album, etc. Et en réalité, il n'avait pas démenti le truc, et c'est quand il y avait en fait le crack qu'il a dit non, en fait, j'ai pas de Bitcoin. Parce qu'en fait, tout le monde disait que 50 Cent avait perdu je sais pas combien de millions de dollars par rapport au Bitcoin, et en fait, il a tout simplement démenti la news. Et il avait expliqué que tant que ça nuit pas à son image, il se sentait pas obligé, entre guillemets, de dire que c'était pas vrai. Ça aussi c'est intéressant. Bitfinex c'est la première place d'échange de Bitcoin et si elle s'effondrerait, il y avait des FUD, comme on est en train de parler de KuCoin actuellement, comme on est en train de parler de Coinbase actuellement. On est clairement dans une situation où on est en train de remettre en doute, et c'est pour ça qu'on potentiellement on parle de plus en plus de Ledger, on parle de plus en plus de trésors par rapport à des hard wallets pour pouvoir sortir nos bitcoins des échangeurs. Partez du principe que ces news-là, elles existaient déjà lors du précédent bear market et on était sur des bottoms de marché. Et on avait fait tout un laïus par rapport à Bitfinex, que c'était potentiellement le plus gros Ponzi du monde. Et ça, c'était le 1er février 2018. C'est ce qu'on a été le 1er février 2018. En réalité, tous les FUD se mettaient en place. 1er février 2018, bottom de marché. Voilà, on était exactement ici, 3000 et quelques dollars. Et l'histoire se répète. L'histoire ne fait en réalité que se répéter. Dernière petite chose par rapport... je pense qu'on est peut-être plus proche des bottoms du marché qu'on ne le pense.
Ça, c'était Kodak, lance le Kodak Coin, une crypto-monnaie semblable au Bitcoin. Grosso modo, alors c'était très drôle, finalement ça n'a pas eu lieu, mais c'était le 10 janvier 2018. On va revenir au 10 janvier 2018, juste ici. Ça va peut-être vous rassurer pour vous dire que je vois encore, c'était juste là, on était vraiment sur des bottoms de marché, pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui y croient, beaucoup de personnes qui sont boules. Alors peut-être pas une majorité aujourd'hui, parce qu'on est très baissier, mais à l'époque, il y avait aussi une grande population qui était extrêmement boule et qui pensait qu'on était sur des bonhommes de marché et qu'on n'irait pas chercher les 1000 $. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on n'ira pas chercher les 14 000 $ et les 10 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Kodak a annoncé ça? En réalité, il y a eu une explosion au niveau de son cours. Je vais juste y venir. Donc c'était le 10 janvier, donc 9 janvier. Kodak à l'époque. On y revient ensemble. C'était juste Kodak. Ouais. C'était juste là. Je vais enlever Ishimoku Kinkoyo. Et je pars en 3 heures. Hop. On va aller chercher très loin. Ici. C'est impressionnant quand même. Donc Kodak, il était complètement dans les chaussettes. Hein. Je vais mettre un petit peu plus grand. Kodak complètement dans les chaussettes. C'était complètement déprécié. Il y avait eu en fait des reconstructions de capital. Kodak annonce qu'il va créer sa propre crypto-monnaie comme Bitcoin. C'est un copier de Bitcoin. Rien de compliqué en réalité. Le machin, il prend 330%. Alors qu'on était sur des bottoms de marché et que c'était la panique et que Bitcoin irait à 1000 $. Et en réalité, juste cette news explose au niveau du cours. Clairement, un exit pump. Hein. Ni plus ni moins. Mais je voulais vraiment vous remettre dans ce contexte-là pour vous dire que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en réalité, on l'a déjà vécu et on l'a même vécu en pire. Parce que quand vous prenez Binance, quand vous prenez Coinbase, qui est aujourd'hui une entreprise cotée, donc quand vous êtes coté, vous avez des obligations par rapport aux gendarmes financiers. Quand on parle de KuCoin, quand on parle de Bybit, par exemple, partez du principe qu'on est bien plus résilient aujourd'hui qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que ces gens-là existaient à ce moment-là. Bybit a été créé en 2017-2018. Binance, peu de temps avant, me semble-t-il. Coinbase était là bien avant. Ok, donc faites attention à tous ces FUD. À l'époque, c'était Bitfinex et jusqu'à preuve du contraire, Bitfinex est encore là aujourd'hui. Peut-être avec moins de clients, peut-être avec moins de... Et ils se sont plutôt redirigés vers des whales, etc. par rapport à des outils plutôt d'institutionnels. Mais dans ce marché extrêmement concurrentiel des échangeurs, les gros échangeurs n'ont pas forcément de quoi... On n'a pas forcément de quoi s'inquiéter par rapport... Aujourd'hui, je parle par rapport à ces énormes échangeurs. Et lorsqu'on vous parle aujourd'hui de 3AC ou quand on vous parle de comment ça s'appelle, de Celsius par exemple, partez du principe que d'avoir des déposants qui déposent des cryptos autour de 12 milliards de dollars et des mecs au sein même de leur propre organisation font des leviers x5, x4, x3 ou x10 sur des trucs un peu banco, malheureusement ça coûte cher entre guillemets à ces entreprises-là et surtout à ces déposants. Et la régulation, parce qu'on parle beaucoup de régulation MiCA ou régulation aux États-Unis, partez du principe qu'aujourd'hui la Société Générale, la Banque Populaire ou BNP Paribas ne peut pas prendre l'argent de ses déposants pour aller l'investir sur les marchés financiers. En réalité, avec BAL 1, BAL 2, BAL 3, ils doivent en fait faire des scissions au niveau de leur banque d'investissement, leur banque de détail, leur banque de dépôt, leur banque de crédit. Et en fait, c'est ça la régulation. C'est aussi pour pouvoir protéger les petits porteurs. En somme, aujourd'hui, partez du principe que Société Générale ne peut pas prendre votre PEL pour aller jouer sur les marchés financiers pour parier à la baisse sur le pétrole ou sur l'euro-dollar. Ça, c'est la régulation. Et aujourd'hui, si on prend des DEX, des échanges décentralisés, si on prend du Celsius, si on prend des trucs comme ça, rien n'empêche de le faire. Si on prend 3AC, alors ce sont plutôt des fonds d'investissement pour le coup, mais rien ne l'empêche de le faire. Et ils ne sont pas régulés pour le faire. Voilà. C'était plutôt aussi dans ce sens où je pense, et je le redis, et je finirai cette vidéo là-dessus, que la régulation ne sera pas une mauvaise chose. Ça permettra de drainer énormément de nouvelles populations pour une adoption. Et partez du principe qu'on est au début de l'adoption. Donc pour faire venir 4, 5 ou 6 fois plus de personnes sur les marchés crypto, on devra obligatoirement passer par la régulation. Plus vite elle arrivera, plus vite la hausse reprendra. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao.